pour la petite histoire, on avait fait un webinaire avec Epsor sur la discovery sous contrainte, disons. Et s'en était suivi un échange avec Rémi sur LinkedIn qui n'était pas d'accord justement parce qu'on avait pris Discovery Discipline en contre-exemple en disant ça vient de chez Blablacar, c'est moins actionnable pour des petites boîtes, pour des petits projets. Et il m'avait dit que non, clairement, c'est que son bouquin n'a pas été compris si les gens pensent cela. Et donc, s'en est suivi cette idée de webinar, de faire un retour d'expérience finalement avec des gens qui auraient appliqué la méthode. Et on a Arthur qui est chez Livy, qui est PM chez Livy, et Sébastien qui est Lead Product Manager chez Arthurine, qui participent à ce webinaire avec nous, justement pour nous expliquer comment ils ont mis en place cette méthode et quels ont été les succès, les difficultés rencontrées. Bref, un vrai retour d'expérience. On va commencer par Arthur. Le but, c'est que ce soit interactif aussi, donc n'hésitez pas dans l'audience à poser un maximum de questions. On prendra 15 minutes à la fin pour y répondre. Et aussi, n'hésitez pas à vous présenter, à dire qui vous êtes, dans quelle boîte vous bossez, quel est votre poste. Et alors, on est déjà 178, je pense que ça va continuer à arriver, mais on peut déjà commencer. Arthur, je vais te laisser partager ton écran et commencer ta présentation. Ok. Je commence par me présenter. Donc moi, je suis Arthur Leclerc-Chalvet, je suis Senior Product Manager chez Livy. Pour résumer un peu mon but dans la vie, c'est d'utiliser les automatisations pour aider les gens en fait, à se focaliser sur leur métier. Et je trouve quand même assez dingue qu'on soit maintenant en 2023 et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui passent le clair de leur temps à copier-coller entre différents fichiers Excel ou entre différentes applications. Et donc, voilà. Mon but dans la vie, c'est d'aider les personnes à ne plus avoir à faire ça et à pouvoir se concentrer sur un vrai job. Mon parcours, j'ai pas toujours été PM. J'ai commencé par l'ingénierie commerciale. Donc, j'étais en français dans le texte ingénieur technico-commercial. Pour ceux qui parlent un peu plus anglais, c'est pre-sales engineer. En gros, dans la vente de logiciels, le vendeur, il négocie les prix et il y a quelqu'un qui connaît toute la tech derrière. Et j'ai directement été en contact avec le product management. Et quand j'ai découvert que ce job existait en 2012, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Et donc, avec différentes évolutions, j'ai fini par le faire et m'intéresser aux intégrations. D'abord chez 360 Learning et maintenant chez Livy, qui s'appelle Livy. Voilà, comment j'ai découvert Discovery Discipline, c'est un livre qui m'a été recommandé par mon manager Jean-Baptiste Delahaye à Livy. Donc, je l'ai lu l'été dernier. L'idée, c'était d'essayer de passer un cap au niveau du product management et de revenir un peu à la source, mieux faire mon travail. Et on a commencé à le mettre en place, d'abord moi tout seul et partager un peu avec le reste des équipes dès septembre, en fait, à la rentrée. Pour revenir un petit peu, pour expliquer le contexte, Livy, c'est un fournisseur de soins en téléconsultation, mais c'est un centre, en fait, c'est plus un centre de santé numérique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste une application en SaaS, c'est une application qui est utilisée par des médecins qui travaillent pour Livy. Donc, ils travaillent comme si on était un hôpital et qu'on construisait nous-mêmes tout notre système informatique. C'est présent en France, Norvège, Suède, Royaume-Uni. Et du coup, la particularité, c'est qu'en fait, moi, mes utilisateurs, mes clients, entre guillemets, c'est pas vraiment des clients, c'est juste une autre partie de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes métriques pour la satisfaction, etc., ou pas toujours le même impact. Enfin, il y a différentes façons de voir les choses. C'est surtout une application qui existe depuis avant la pandémie, mais qui a vraiment explosé au niveau de son utilisation et du coup de sa complexité, du produit, de la technique, etc. Avec la pandémie, avec un développement très rapide. Pour finir un peu avec le contexte, comment on travaille dans le domaine de la santé, c'est extrêmement réglementé, et ça soit en France ou dans n'importe quel autre pays. Donc, il y a beaucoup d'interactions avec des institutions de santé publique. Il y a des exigences médico-légales et administratives. Et en fait, c'est pareil, n'importe quel pays, les systèmes n'étaient pas vraiment adaptés au volume. En France, tout le système est très pensé. Médecin libéral, dans son cabinet, potentiellement dans le secrétariat médical, mais c'est tout. Quand on voit que
que ça soit nous ou d'autres acteurs du secteur, on est plutôt, on va dire, on fait des milliers de téléconsultations par jour. Clairement, tous les systèmes réglementaires, ils n'étaient pas tout à fait prévus pour que ça soit fait comme ça. Donc, ça veut dire énormément de processus manuels parce que tout était prévu pour, voilà, à taille humaine. Un médecin, il va pas faire 2500 consultations en une journée, c'est pas possible. Un centre de santé, ils ont pas des centaines de médecins qui travaillent pour eux. Ils en ont une petite dizaine à tout casser dans les plus gros. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de process manuels parce que c'est le domaine qui le veut, c'est très répétitif et donc c'est assez lent. Et c'est là où moi j'interviens, c'est focaliser là-dedans, donc toutes les interactions avec les institutions de santé publique. Et en pratique, mettre Discovery Discipline, ça paraissait un peu contradictoire de se dire qu'il fallait faire de la discovery parce que c'est tellement réglementé que ça devient assez facile de se dire bah il n'y a pas besoin de réfléchir. Globalement, l'État il nous dit quoi faire et puis c'est tout. Puis on n'a qu'à le faire et puis voilà, on va pas plus loin que ça. Mais je trouvais quand même, encore une fois, assez dingue qu'on s'arrête à non, c'est une fatalité, on est juste obligé d'avoir une armée de personnes qui gèrent des tas de processus manuels et qui copie-collent entre différentes fiches Excel ou entre différents systèmes. Donc, pour ça, un des gros projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai voulu l'appliquer parce que je voulais vraiment mettre beaucoup de choses en question, pas juste le produit en soi, mais tous les processus qui vont avec, le travail des utilisateurs. Et donc, on a commencé, donc le frame, c'était de commencer par définir voilà, qu'est-ce qu'on voulait faire. L'objectif, c'était de simplifier notre process de règles business. Donc, il y a différentes règles qui s'appliquent pour la gestion d'une téléconsultation, pour tout l'administratif qui se fait derrière, que nous, on ne voit pas, que j'ai découvert aussi. Je plains les médecins, je plains les infirmiers, les secrétaires médicales. Je vois la quantité de trucs qu'il y a à faire. Globalement, dans une consultation, que ce soit en téléconsultation ou en consultation physique, c'est un iceberg. La partie immergée, c'est la partie avec le patient et il y a 90% qui est sous l'eau, c'est toute l'administratif qui va derrière avec des règles quasi ésotériques, honnêtement. Donc, on voulait vraiment simplifier ça parce que aussi avec la façon dont le produit avait évolué, c'était on rajoute telle règle, là, ça change. Il y avait tout un contexte où les règles étaient des exceptions, des trucs comme ça, et on n'y revoyait plus clair du tout. Et après, pour la seconde étape, en fait, quand on a voulu aller un peu plus loin, on voulait, on a discuté donc avec toutes nos opérations et nos admins pour essayer de comprendre un peu mieux quel était vraiment leur problème lié à ça. Et il y avait un vrai manque de flexibilité et d'autonomie, c'est-à-dire que quand que ça soit pour rajouter une règle ou pour se rappeler quelle était la règle en vigueur, en fait, il fallait qu'ils nous demandent à nous parce que c'était écrit dans le code. Donc en plus, ils me demandaient à moi je demandais à un ingénieur. L'ingénieur, il passait une demi-journée à essayer de retrouver où c'était écrit dans le code. Et moi, je revenais en disant oui, t'inquiète pas, on respecte la loi, c'est tout bon. Donc ça paraissait dingue. Et donc, on a voulu vraiment décorréler ça et de permettre plus de flexibilité. Et c'est pour ça qu'on en est assez rapidement arrivé au claim qui était de dire voilà, on va s'adapter aux réglementations qui peuvent évoluer en quelques jours au lieu de prendre tout un quarter comme c'était avant, dès qu'il fallait changer le prix, une revalorisation de consultation ou changer un code. Arthur, ouais. c'est Rémi. Je t'interromps juste une seconde pour essayer de mettre en lien ce que tu disais au début, à savoir environnement ultra réglementé et l'application là, de Focus. Est-ce que c'est juste de dire que finalement, toi, l'application que tu as fait, c'est précisément de se dire, dans cet environnement bourré de contraintes, il faut que j'arrive à permettre, là en l'occurrence aux opérations, à mieux naviguer à travers ces contraintes-là. Donc en fait, toi, les contraintes, ce n'était pas une raison de ne pas faire le travail de discovery, c'était l'objet de la discovery. En fait, qu'est-ce que je peux faire au sein de cet environnement de contraintes, quoi? C'est ça. C'est-à-dire que je suis arrivé un peu en sadomaso en disant en fait les contraintes c'est génial. Ça veut dire que
Il y a plein de règles, mais je vous garantis qu'en fait, on peut vraiment être créatif avec toutes les règles, tout en les respectant. Mais en fait, en comprenant bien les règles, on va découvrir que on peut faire ci, on peut faire ça, en fait, on peut faire différemment. En fait, parfois, il y a des problèmes qu'on s'est créés tout seul parce qu'on respectait pas forcément, enfin, pas qu'on respectait pas la règle, faut pas mal comprendre, mais parce qu'on a été mal interprété ou mal implémenté ou parce que, en fait, on n'avait pas compris des exceptions, etc. Et ça passait vraiment par dire, voilà, il faut rationaliser, il faut simplifier et surtout, mais ça, c'est un biais, honnêtement, assez français, c'est qu'il y a beaucoup de fois où on veut gérer tous les cas possibles et on crée plein de cas différents et plein de cas d'exception. Et du coup, on avait suivi le même modèle parce que dans l'assurance maladie, il y a des fois, il y a 13 différents parcours de soins. Donc, ça semble délirant. Euh, et en fait, on peut se dire, bah oui, mais nous, dans notre situation, il y a, on n'a que 3 situations possibles finalement. Donc, on regarde que ça. Et c'est pas si grave si on n'applique pas telle niche parce que ça, on le gérera en exception à la main, oui. Du coup, il y aura toujours du boulot à la main, mais c'est pas grave, ça sera juste cette exception. Et, et c'est là avec en fait, en, en suivant un peu, on a repris ça en disant voilà, qu'est-ce qu'il faut. C'est un peu comme ça que j'appelle l'atelier, c'est un peu la liste au Père Noël. Je vais voir les stakeholders, les utilisateurs, je leur dis vous oubliez la tech, vous oubliez ce que vous pensez qui est possible ou pas, vous oubliez si c'est mon équipe qui doit le faire ou pas. Vous mettez une liste dans un monde merveilleux qui est comment est-ce que vous pouvez faire mieux votre job avec le produit. Et c'est pour ça qu'on est arrivé en disant voilà, il faut une structure simplifiée et rationalisée, une interface humaine, c'est-à-dire faut pas aller pouvoir lire dans le code, faut pas lire dans le code le truc, faut que ça soit lisible en français dans le texte, et aussi un audit détaillé pour comprendre. Parce que les règles, il y en a beaucoup, et donc quand on voit le résultat, on veut pas juste le résultat, en fait, on veut comprendre comment le logiciel et comment tout le process on est arrivé à ce résultat-là. Et Et Arthur, ouais. et ce travail dont tu parlais de dire parmi tous les cas possibles, il y en a peut-être certains qu'on va automatiser et d'autres non, qu'on va continuer à traiter manuellement. À quel moment ou comment est-ce que tu as fait pour choisir ceux sur lesquels vous allez vous concentrer versus ceux que vous n'allez pas abandonner, mais en tous les cas que vous allez peut-être laisser un peu ISO et quelle réaction ça a pu générer peut-être en interne? Ça, je me suis basé sur un jobs to be done. Donc, c'était d'essayer de définir à chaque fois jobs to be done en disant en une phrase, on va définir qu'est-ce qu'on veut faire. D'accord. Et donc, à chaque fois qu'on revenait avec une exception, ah oui, mais il y a un cas particulier, etc. OK. Est-ce que ça remet en question ce qu'on veut faire là? Oui, non. Et c'est assez simple. Je revenais vers les stakeholders en disant donne-moi des chiffres, quantifie-moi. Ah, je pense qu'il y a un problème avec ça. Pas de souci, mais quantifie le problème. Si tu viens me voir en me disant qu'il y a un problème, euh, moi, je veux bien te croire, mais il faut que tu viennes avec des chiffres parce que enfin, on a tous beaucoup de travail, etc. Mais j'ai pas le temps d'aller en plus vérifier si ton problème il est bien valide, qu'il y a bien une X chiffres, etc. Après, je me charge du reste. Mais venez me voir avec un problème quantifié. Sans ça, on peut pas avancer. Ok, donc Et tu c'est là inclus qu'en la fait, on partie, ouais. réalise, ouais, finalement, il y a des trucs, Vas-y. oui, ça arrive, mais 12 fois par an, quoi. Oui, oui. Et des fois, j'imagine, en déportant l'investigation quanti, les gens se rendent compte d'eux-mêmes que en fait, le cas existe, mais il est peut-être moins prioritaire. En tout cas, c'est plus facile d'imaginer qu'on ne le traite pas en priorité que d'autres sur lesquels on va avoir non pas 12, mais 1000 cas par an, quoi. Oui, et c'est aussi, enfin, voilà, ça permet, pour moi, ça permet de plus impliquer comment ça s'appelle, de plus impliquer les stakeholders aussi en leur disant, voilà, ils participent à cette discovery, ils participent à l'investigation pour la définition du problème et pas juste la liste au Père Noël, c'est cool, mais il fallait la justifier un petit peu parce que c'est pas juste, tiens, il faut faire tout ça. Et puis, voilà, je reviens te voir dans un mois et si c'est pas fait, on va gueuler. Je schématise, c'est pas comme ça que ça se passait, mais voilà, c'est pour éviter ce scénario-là. Et donc, par rapport à ça, ce qui était intéressant, c'est que j'ai beaucoup impliqué les développeurs qui eux-mêmes voulaient être impliqués avec les stakeholders, voulaient mieux comprendre les utilisateurs sur le terrain, vraiment comprendre ce qui se passait. Et dans un hackathon qui a été fait dans l'entreprise, en fait, il y a un des développeurs qui est venu me voir en me disant, bah, tiens, il y a un truc trop cool qui utilise une autre équipe, un truc rien à voir.
et qui a dit ça serait trop cool, en fait, on peut utiliser un framework qui s'appelle Drules. On prend une feuille Excel, on écrit des trucs en français dedans, et après, on le donne à manger au produit, et il interprète ça et il te ressort des règles business. Donc, ça paraissait super. Donc, c'est la tech qui est venue avec ça en disant, voilà, on a une solution tech, en fait, pour faire ce qu'on cherchait à faire. Et moi, pour le design et pour la remise en question du process, c'était d'utiliser, par exemple, des outils comme IFTTT, qui est un outil d'automatisation perso. C'est un acronyme pour If This Then That, mais c'est pour dire, en fait, dans l'automatisation, l'ordinateur, il est un peu débile, il fait ce qu'on lui dit. Donc, il faut que ça soit vraiment très simple. Parce que si ça devient très compliqué, l'ordinateur, il peut faire des tas de trucs et on va pas comprendre ce qu'il fait. Et s'il y a un problème, en fait, on va pas le voir. Donc, c'était d'essayer de revenir toujours à une règle, ça doit être if this, then that. Super simple et pas 35 paramètres. Et après, donc, on était arrivé à trois hypothèses. Il fallait que l'implémentation de nouvelles règles ou la modification d'une règle soit plus rapide, que les règles soient lisibles hors code et que ça soit fail-safe, c'est-à-dire qu'en fait, on n'ait pas de cas non supportés. Pas fail-proof, ça veut dire qu'on ne peut pas se dire forcément qu'on peut gérer tous les cas dès le départ. Peut-être qu'il y aura des règles qu'on aura oubliées, mais on voulait avoir ce filet de sécurité pour dire, si on a oublié une règle, on aura le moyen de le gérer quand même et on aura une alerte et on pourra avancer. Et ça, on a réussi à faire un proof of concept en 3 semaines à peu près, en prenant une règle en particulier. Et on a pu montrer que rien que sur le temps de dev qu'on économisait aux prochaines fois qu'il fallait que la réglementation allait changer, ça valait le coup de faire ça, tout mis à part. Donc, c'est pour ça qu'on a eu le feu vert et ça a été un franc succès dans son implémentation. Du coup, ce qui a bien marché, c'est que ça permettait de focaliser les équipes, de garder des définitions simples et d'avoir un peu ce côté garde-fou, à la fois en utilisant ce focus et jobs to be done pour dire, OK, ouais, mais qu'est-ce qu'on veut faire là? Oui, c'est super. Et ça évitait le côté couteau suisse où on avait vraiment cette tendance dans l'entreprise à dire, tant que tu y es, est-ce que tu peux pas régler tel autre problème ou tu peux pas régler ça? Et comme, par exemple, je m'occupe parfois de la facturation auprès de l'assurance maladie, ça veut dire qu'il y avait un peu cette tendance, dès qu'il y a le symbole euro qui intervient quelque part, on se dit, tiens, c'est un problème de facturation, on le rajoute là. Donc là, c'est vraiment de dire, non, on se focalise sur un problème, un seul truc. Ça a permis d'aligner vraiment toutes les équipes de stakeholders aux ingés, ce qui crée pas mal de synergie. Donc, du coup, les ingés arrivaient en disant, tiens, j'ai vu ça dans un hackathon, j'ai vu ça sur un truc, je connais cette tech, c'est super intéressant, ça peut régler le problème et ça a permis aussi d'orienter les discussions en disant, tiens, est-ce que ça peut être utile, pouvoir le présenter simplement aux stakeholders et même de valider que la partie technique était, de leur point de vue, répondre au problème. Il y a eu un effet domino, en fait. On a vu qu'en faisant ça, on pouvait régler, en ne cherchant pas à régler tous les problèmes d'un coup, en se focalisant sur un truc, on a pu en fait régler plein de problèmes et donc avoir un effet plus important que ce qu'on pensait. Et c'était efficace. Le prototype était rapide, on a pu aller plus loin, etc. Ça, c'était super. Par contre, ce qui a un peu moins marché, dans le contexte de la réglementation, donc, oui, ça, on ne peut pas y échapper. Donc, quand même, il y a régulièrement le côté où on avait des bonnes idées. On ne peut pas faire ça. D'accord. Et ça serait top si on. Non. Et ça, ouais, non. Donc, moi, j'avais un peu le mauvais rôle, je l'ai toujours un peu, de pouvoir dire, on voudrait. Non. Non. Désolé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'assurance maladie, ou c'est pas moi qui le dis, c'est l'État, ou c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. Des tas de trucs comme ça où on dit, ça serait une bonne idée. Non, désolé, on peut pas. Ça limite quand même. Donc, c'est assez. Enfin, même si ça fournit un cadre et c'est intéressant, c'est parfois assez difficile de pas se laisser emporter par sa discovery, tout ça pour en fait réaliser au dernier moment que j'ai oublié telle règle. Non. En fait, ça sert à rien ce qu'on a fait. Ça manque d'entraînement parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur demande de réfléchir à leur job. Donc, de se réfléchir à comment ils pourraient mieux faire leur travail, pas juste ce qui leur va pas, j'ai trop de travail. Non, dans ton travail, si tu aimes faire ton job, qu'est-ce que tu aimerais plus faire, moins faire? Les gens n'ont pas forcément l'habitude. Et c'est vrai qu'on a du coup un peu tendance à l'appliquer surtout pour des projets un peu plus. Enfin, je travaille dans des projets très longs. Donc, toute la partie à la fin d'itération, quand ne serait-ce que pour sortir la première version de ça, parce qu'il y a des agréments à passer ou autre, c'est 6 mois ou 9 mois de travail.
c'est difficile de se dire que la première itération, c'est 9 mois de travail. Donc, il y a tout ce côté-là où ça traîne un peu les pieds. Après, pour l'alignement, même si c'était génial, Arthur, juste une question, ouais. Arthur, sur ce dernier point. Rétrospectivement, est-ce que tu as l'impression que le temps passé sur cette première itération, c'était le bon? En fait, il n'y avait pas moyen de faire plus court, ou est-ce que à refaire, il y avait peut-être des moments où tu as l'impression que vous êtes, je ne sais pas, éparpillé, vous avez passé trop de temps sur un sujet qui finalement était une distraction, etc. Parce que le temps d'itération, il dépend beaucoup du domaine d'activité, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis curieux dans votre contexte, si ça semble en fait le bon, avec un peu de recul. Au vu du contexte, c'était le bon temps. Enfin, ne pouvait pas vraiment faire plus vite. Ce que je regrette un peu, c'est que, en fait, ce projet-là, si on avait eu ces genres de si l'entreprise avait eu ce genre de réflexion avant, on aurait pu, en fait, avoir des incréments de dire on applique un peu ça, on commence un peu par-ci, etc. Plutôt que de se retrouver à devoir à la fois implémenter quelque chose de neuf et en même temps, devoir reprendre énormément d'historique pour pouvoir arriver à l'étape où on commence à faire les nouveaux trucs. Donc, oui, enfin, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, voilà, c'est vrai que les itérations, ça reste un peu difficile quand on sait que le projet, ne serait-ce que pour le tester, pour l'avoir en production, c'est 9 mois minimum parce qu'il y a des certifs, des agréments, etc. Ça veut dire que tu peux pas vraiment itérer parce que on peut pas non plus retourner voir l'État toutes les 2 semaines en disant coucou, est-ce qu'on pourrait mettre à jour l'agrément? Ils sont pas fans. Pour l'alignement, ce que je disais, c'était que l'amour par meeting. Euh, Quand on est PM, qu'on implémente cette méthode-là, qu'on est le premier à le faire ou le seul à le faire, il y a un peu ce syndrome d'Atlas, c'est-à-dire que je porte à peu près toute la discovery de bout en bout, les réunions, l'animation, la préparation, la gestion du compte-rendu, etc. Et en plus, le reste du job de PM. Et ça, c'est juste pour un projet. Donc, ça veut dire que ça donne un peu peur après, pour se dire, ouais, c'est chouette, mais si je fais ça à chaque projet, du coup, je fais moins de projets. Et ça, je peux pas. J'ai pas le choix, je peux pas faire moins de projets. Donc, c'est un peu compliqué. Et à la fin, c'était aussi de gérer par rapport à la pression, c'était de convaincre les stakeholders que finalement, la discovery, ça a de la valeur. Et c'était tout ce truc de comprendre que c'est la phrase de Ford, si j'avais écouté les gens, ils m'auraient dit qu'ils voulaient un cheval qui va plus vite. Et en fait, il a créé une voiture. Et donc, c'est de dire, en fait, les stakeholders, ils ont l'habitude d'arriver en disant, je veux ça. Je veux que mon bouton soit rouge, je veux que mon bouton, il soit à droite, etc. Et les coins que c'est pas que je mets en doute la valeur de ce qu'ils me disent, c'est juste que j'aimerais bien comprendre. Du coup, pour comprendre, pour s'assurer que ce qu'ils me disent, c'est bien peut-être la meilleure solution. Peut-être qu'ils ont oublié quelque chose. Des fois, ça, c'est beaucoup d'humains à gérer. Et c'est un peu difficile. Et enfin, le dernier truc, c'est de toujours garder le focus de ce dont on a besoin versus ce dont on pense qu'on a besoin et ce qu'on veut. Parce que c'est pas forcément la même chose. Et des fois, ce qu'on veut et ce dont on a besoin, c'est pas la même chose. Et des fois, il faut faire attention parce que quand on a ce qu'on veut, c'était pas du tout ce dont on avait besoin. Mais ça, c'est un peu le job de PM en règle générale, je pense. Franchement, on va devoir basculer sur le partage d'expérience de Sébastien, mais honnêtement, pour moi, là, ce que tu nous partages comme expérience chez Lévy, c'est… moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'est la démonstration parfaite d'un environnement très compliqué dans lequel évoluer et dans lequel, pour moi, ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne peut pas faire de discovery, c'est parce que c'est compliqué qu'on a besoin de faire de la discovery et qu'il faut justement et comprendre les contraintes et faire le tri dans toutes les bonnes idées qui finalement ne vont pas pouvoir voir le jour. Et donc, cet exemple-là, il est juste remarquable. Donc, merci pour ça. C'est un exemple fascinant. On pourrait en discuter pendant des heures de chaque point de détail, mais c'est absolument passionnant. Et merci à toi, Rémi, de penser autant. Effectivement, on va devoir passer à la présentation de Sébastien. On a beaucoup de questions dans le chat, donc on va essayer de garder un maximum de temps pour pouvoir les traiter à la fin. Ne vous inquiétez pas, on les note toutes. Écoute, Sébastien, je te laisse prendre le relais. Merci beaucoup. Super. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Sébastien, je suis lead PM chez Arthur.
Et merci Arthur pour ta présentation. Enfin, honnêtement, il y a au moins 10 ou 15 moments où je me suis reconnu, où j'avais envie de dire, mais il m'arrive exactement la même chose. Et je vais essayer de ne pas recouper certains points que tu as déjà abordés, mais franchement, merci beaucoup. Du coup, pour me présenter, je suis PM et le rôle que je me donne, c'est de résoudre des besoins complexes avec simplicité. Donc, c'est très lié à l'UX. Et en fait, plus j'avance dans mon job, plus je me rends compte que j'ai envie de faire, enfin, j'ai envie de faire de plus. C'est là où je me sens le plus utile. Et après, bien sûr, il y a toute cette question de synchronisation avec le marketing, le design, la data, le dev, les business. Mais à la fin des fins, je me rends compte qu'on a toujours des utilisateurs et on doit les satisfaire. Donc, en tant que PM, c'est la façon dont je me définis. Côté Arthur, donc qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est une boîte où on est 150, qu'avec des clients français. Et en fait, on propose un marketing digital à destination des TPE-PME. Donc, agents immobiliers, majorité, assureurs, experts comptables, aussi avocats. Et donc, on leur propose de finalement faciliter leur communication en ligne pour qu'on les trouve, qu'on les choisisse et qu'on les recommande. Et on peut passer juste à la slide d'après, qui est pardon. Donc, c'est la homepage de notre site internet. Donc, votre visibilité, notre priorité. On est partenaire Meta et Google. Et en fait, ce qu'on propose, c'est des envois de newsletters, une animation des réseaux sociaux avec du contenu varié. On automatise avec de l'intelligence artificielle. Et là, un nouveau produit qu'on a commercialisé depuis 2 semaines, qui est l'optimisation des fiches Google My Business. Donc, généralement, on connaît ces fiches-là pour la restauration ou les agences de voyage. Mais les agents immobiliers aussi ont besoin d'être numéro 1 sur Google My Business. À mesure où aujourd'hui, quand on tape agence immobilière Rouen, les 3 premiers résultats qui s'affichent très souvent sont des fiches GMB et ça apporte énormément de trafic à nos clients. Donc, c'est l'objet de la Discovery Discipline qu'on a faite à partir de septembre et qu'on a mise en prod au 1er février, que je vais pouvoir vous partager aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste passer à la slide d'après? Donc, je vois que ça fait rire Rémi, c'est un peu l'effet escompté. Non, je rigole. En fait, c'est une citation qui est proche de Mike Horn aussi, qui m'inspire beaucoup, qui dit que la discipline, c'est la liberté. Et donc, j'ai pas tout le détail de toutes les étapes, mais je vais vous les présenter à l'oral. Je vois beaucoup de liberté dans la discipline, dans la mesure où c'est très lié en plus aux valeurs qu'on a en interne, à savoir l'exigence, l'esprit d'équipe, la transparence et un peu de fun. Et le mot discipline, enfin, j'ai beaucoup de débats avec beaucoup de personnes autour de moi sur le fait que ce soit un peu contraignant. Et finalement, je trouve que c'est très épanouissant d'être discipliné. La façon dont je pensais l'aborder, c'est de parler finalement ce qui a bien marché pour nous et ce qu'on a préféré dans la méthode. Le premier, c'est l'alignement. Donc en effet, on a à chaque fois des équipes data, design, marketing. Et on se rend compte que ça nous permet de tous parler le même langage, d'avoir le même livrable, d'être sur des solutions simples, et puis d'avoir des deadlines qui sont communes, donc ça c'est top. D'ailleurs là-dessus, on a eu pas mal de chance parce qu'en fait, on a notre CPO qui a été sponsor de Discovery Discipline depuis juillet-août dernier, ce qui fait que tout le COMEX s'était embarqué avant même d'embarquer les salariés. Donc je me suis pas senti seul avec mon bâton de pèlerin à devoir convaincre différents départements d'adopter une nouvelle méthode. Donc ça a beaucoup aidé. Sur la partie agilité aussi, c'est quelque chose que je trouve top. C'est-à-dire que, en fait, par la méthode, ça développe des réflexes de pensée ou de réflexion qui sont très proches d'un modèle de développement agile que j'apprécie particulièrement. Et donc d'avoir des marketeurs, des designers, des data et même d'autres métiers qui commencent à réfléchir de façon synchrone avec le produit et le dev, c'est quand même super agréable. Et le dernier point, c'est le côté itératif, dans la mesure où en fait on a commencé en septembre, on a livré en février, on avait pris 1 mois, je crois, pour la DD, 1 mois et demi. Et finalement, en 2-3 mois de dev, on a réussi à avoir quelque chose qui correspond au frame. Et même en rédigeant la spec, à chaque fois, je me demandais est-ce que c'est en cohérence avec ce qu'on avait vu avant? Et est-ce qu'on est toujours dans les clous? Et c'est toujours positif. La dernière partie que je pensais aborder, c'était les difficultés qu'on a eues et les règles qu'on a trouvées. La première, assez basique, c'est le RTFM. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que chaque participant devait lire le livre avant de participer à une des étapes. Parce que sinon, il nous est arrivé à certains moments d'avoir des livrables qui étaient un peu, comment dire, hors de propos versus le livre. Et de toujours stick to ce qu'il y a dans le livre, c'est ultra nécessaire. Le deuxième point, c'est le frame, où en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de pré-framing aussi.
C'est-à-dire que je rejoins le point d'Arthur. En fait, une idée a besoin d'être maturée avant d'être abordée en frame. Et finalement, le fait d'y réfléchir précédemment, bah, ça aide énormément à ce que ça apporte de la valeur. Troisième difficulté, c'est l'équilibre entre le synchrone et l'asynchrone. Donc en fait, je suis aussi assez convaincu que c'est difficile d'avoir des bonnes idées ex nihilo et que mieux vaut les préparer avant et que chacun vienne avec ses idées. Comme ça, en fait, on commente déjà sur les écrits avant de les aborder à l'oral en réunion. Et ça permet de concentrer le temps de réunion et d'éviter de passer 2 heures sur des débats qui auraient pu être abordés précédemment. Le point suivant, c'est sur le casting. Je suis rassuré, il m'en reste plus que 2 après. En fait, l'ownership aussi, c'est un gros point avec où je rejoins Arthur. Parce que être PM et être garant du framework, moteur et tout son quotidien à côté, c'est pas forcément évident. Donc nous, on a mis des owners qui sont pas forcément des PM de Discovery Discipline. Et ça nous a permis que davantage de personnes se sentent impliquées dans le process. Et le dernier point, c'est l'execute. Où je me rends compte que c'est complexe d'avoir quelque chose qui soit déjà qui ressemble à quelque chose, qu'on puisse le tester avec des vrais utilisateurs et qu'on puisse avoir des feedbacks assez rapidement pour que ce soit suffisamment proche de ce qu'on va livrer, mais suffisamment simple pour le communiquer à des utilisateurs potentiels. Mais globalement, en tout cas, ça nous a changé un peu la vie côté Arthur. On a 2 équipes de PM qui travaillent en parallèle dessus. Et maintenant, toutes nos discovery delivery passent par des discovery disciplines. Je suis très embêté pour intervenir parce que, en vrai, je suis extrêmement ému par déjà le témoignage d'Arthur, puis maintenant celui de Sébastien. En fait, voilà, je vous le dis juste, je ne sais pas du tout dans le script, mais c'est extrêmement touchant en fait d'avoir des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, Arthur et Sébastien, on ne s'est jamais rencontrés avant. On avait juste pris le temps de synchroniser avant la session, mais on ne se connaît pas. Et d'écouter des personnes qui ont tellement compris ce qu'on a essayé de faire passer comme message et qui l'appliquent dans leur propre environnement. Voilà, ça me touche beaucoup, juste en termes purement de synchronicité intellectuelle. Donc, voilà, je voulais vous remercier pour ça. Une question beaucoup plus terre à terre. Pour toi, Sébastien, il y a un truc qui est extrêmement intéressant, c'est d'utiliser les livrables précédents, donc par exemple le frame, comme simplement un cadre, comme un filtre, en fait, même pour les étapes d'après. Et en permanence de dire, attends, OK, telle étape, il y a tel sujet qui est intéressant, mais juste de poser la question, est-ce que ça nous aide bien à atteindre l'objectif qu'on a défini, par exemple, ou est-ce que ça sert bien le cas utilisateur qu'on a choisi, etc. Juste ça, j'ai l'impression que c'est d'une puissance folle. En fait, la discipline dont tu parles, c'est celle-là qui te permet en fait, des fois, d'aller relativement vite parce que ça te permet de dire, bah, attends, on s'est mis d'accord là-dessus. Donc, est-ce que ce qu'on se dit qui est intéressant en soi rentre dans le cadre qu'on s'est fixé, quoi. Donc, est-ce que ça, c'est en particulier pour Frame que tu l'as utilisé ou est-ce qu'en réalité, tu l'as utilisé pour d'autres étapes aussi? Ouais, merci beaucoup pour le point parce que, en effet, le frame, je dirais que c'est 80% des débats qu'on a. En gros, je trouve qu'une fois que le frame est statué, qu'on est tous d'accord dessus, bah, ça aide parce qu'on avance tous dans la même direction. Et ensuite, c'est un peu le gatekeeper de l'ensemble du focus. C'est-à-dire qu'on a beau être hostile, on se dit, mais en fait, on a mis ça en frame, le damage control, c'était X, et puis le KPI clé, c'était Z. Est-ce qu'on est toujours dans les clous ou pas? Et même aujourd'hui, par exemple, on a des pitchs de commercialisation qui sont écrits par les sales. On remet le frame en perspective, même 3-4 mois après, de se dire est-ce qu'on est toujours dans les clous par rapport à ce qu'on avait défini au début. Donc, c'est un cadre, c'est la clé, je trouve, de bien gérer le frame. Ça apporte beaucoup de plaisir, en tout cas, dans la gestion de projet par la suite. À titre personnel, quand j'étais CPO de Blablacar, si j'avais le choix d'intervenir à un seul moment, c'était à ce moment-là. Parce que ma conviction que tout le bazar de démarrage de projet, s'il n'avait pas été identifié et sécurisé, il allait contaminer tout le reste du projet. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, le reste ne peut pas être de plus ou moins bonne qualité, mais en réalité, on a quand même évité énormément de problèmes une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus. Là où tu as raison, par contre, c'est qu'il faut l'utiliser tout le long comme garde-fou. Il faut y revenir en permanence, quoi. Est-ce que ce qu'on s'est dit comme métrique de succès,
c'est toujours ça qui drive toutes nos décisions comme filtre, en fait, enfin, c'est pas pour éviter les mauvaises idées, c'est pour écarter les bonnes idées qui n'ont juste pas leur place là maintenant, quoi. Et ça Et- rejoint des points Vas-y. d'Arthur, pardon, qui parlait à chaque fois qui parlait d'une possibilité que chaque équipe avait à se diverger. Et enfin, je trouve que le fait que le mot soit focus, enfin, c'est aussi clé de se dire, est-ce qu'on peut être tous d'accord sur le fait qu'on a un objectif commun et qu'on se le garde et qu'on évite justement d'aller à droite à gauche? Parce que je suis un peu d'accord aussi sur la prédisposition culturelle française. Enfin, comment dire, c'est très enthousiasmant de réfléchir au edge case ou à toutes les complexités et de rester simple, c'est très complexe. Et après, ma deuxième question, qui répondait au syndrome d'Atlas dont parlait Arthur, euh, le fait de s'appuyer sur des profils non product manager pour qu'ils soient honneurs. Alors, je ne sais pas si c'était honneur de certaines étapes ou de projets dans leur intégralité. Est-ce que tu as identifié soit des profils particuliers ou des métiers particuliers qui se prêtent particulièrement bien à ça pour qu'en tant que product manager, on puisse s'appuyer sur d'autres personnes et qu'on n'ait pas tout le poids sur les épaules? Ouais. Alors là, actuellement, ça marche très bien avec quelqu'un qui est au PMM. Et en fait, c'est une personne avec qui j'ai déjà fait une discovery discipline. Et on est encore en binôme, enfin, on est 4 uniquement ou 5 dans les DD qu'on fait. Et le fait d'avoir des réflexes de penser à deux ou d'être garant du framework à deux, ça a permis à cette personne-là de pouvoir prendre ce rôle. Et en plus, en product market, en fait, on leur donne une tâche de préparation de la discovery discipline. Ça, comme le pré-framing, en fait, c'est un livrable, par exemple, là, ça a été un PDF de 3-4 pages sur tout ce qui est factuel à propos du sujet pour que tout le monde ait la même connaissance du contexte et qu'il n'y ait pas de débat d'opinion qui ne soit pas appuyé sur la donnée. Et donc, PMM, je pense que ça peut très bien marcher, design aussi. Et j'aimerais beaucoup après data. J'ai vu qu'il y avait une question en chat par rapport aux devs. Aujourd'hui, en fait, on a une difficulté, c'est que nos devs sont pas en France. Donc, il y a un manque d'appétence culturelle au business français ou aux utilisateurs français. Donc, pour l'instant, on n'a pas réussi à craquer l'intégration d'un dev étranger dans une discovery discipline qui est menée qu'avec des Français. En plus, il y a la barrière de la langue et puis l'importance de se réunir de temps en temps en salle de réunion. Mais pour l'instant, on est mes consultants. Mais j'aimerais beaucoup à l'avenir qu'on puisse avoir un dev aussi qui prenne la responsabilité d'une DD. Super, je vais me permettre de reprendre la parole parce qu'effectivement, le temps passe et on a beaucoup de questions. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces présentations. Alors, il y a des questions qui sont revenues notamment sur les stakeholders qui ont été impliqués. Donc là, comme la question de Rémi sur qui tu es impliqué pour la phase de framing et notamment sur la place du design, du product designer. Donc Arthur et Sébastien, quand est-ce que vous avez intégré, à quelle étape, si ce n'est à toutes les étapes, le design dans le process? Moi, j'en ai pas dans mon équipe. Du coup, je l'implique pas. Ouais. Par contre, j'ai la chance de vivre avec une product designer. Donc, en gros, je l'embêtais avec mes problèmes le soir en lui disant bon, c'était un chargement parce qu'elle est en freelance. Alors, des fois, elle gère avec des clients qui n'ont pas de PM. Alors, du coup, je disais, tiens, le PM, il devrait faire ça. Donc, tu devrais faire ça. Mais en gros, je voyais avec elle et ça a fini oui, je sais, c'est un peu de la triche, mais bon, voilà, j'ai de la chance. Ça a fini par percoler comme me part de son travail, donc j'ai fini par un peu avoir ça aussi. À force qu'elle me dise que tout est design, que tout est product design, j'ai été converti à sa religion et donc je l'utilisais elle. Okay, donc, si vous n'avez pas de designer dans vos équipes, un conseil, au moins en avoir un dans votre entourage. C'est juste, moi, j'en ai pas. Parce que, en fait, comme on fait beaucoup d'automatisation, sincèrement, un designer, en fait, il finirait par s'ennuyer très vite avec nous parce que mon but, c'est que les utilisateurs fassent moins de choses, ce qui est un peu contre-productif, enfin contre-intuitif. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de designer. Okay. Les autres équipes ont. Et moi, j'ai de la chance d'avoir un designer qui était inclus dans la discovery discipline depuis l'étape 0. Et d'ailleurs, c'est la deuxième que je fais encore avec lui. Et je pense qu'il pourrait totalement être honneur de discovery discipline aussi. Il aime beaucoup de process, quoi. Ok, il y avait une question intéressante également qui a été posée par Antoine Vagnon. Bonjour Antoine, j'en profite. Ça concernait plus la présentation d'Arthur sur comment est-ce que tu as accompagné les stakeholders dans la mesure du problème, car tu nous as dit que justement tu n'avais pas forcément le temps et donc tu avais besoin qu'ils viennent avec un problème qui soit déjà mesuré.
comment est-ce que tu fais pour t'assurer quand même qu'ils sont objectifs finalement et qu'ils ne viennent pas un peu gonfler la réalité pour, pour te convaincre finalement? En fait, nous, on a beaucoup, on a de la chance parce qu'on a beaucoup de trucs qui sont déjà dans notre outil de DataVis et dans notre data warehouse. Donc, globalement, pour mesurer un problème, normalement, il y a tout dedans. Donc, ça veut dire que si jamais ils ne peuvent pas le mesurer, moi, j'aurais dit s'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de problème. Donc, déjà, ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de mesurer. Donc, il y a une autre équipe qui peut intervenir avec les data analystes, etc., pour trouver comment mesurer ce problème. Mais je ne peux pas me baser sur on a l'impression que, il faut qu'il y ait une métrique. Et du coup, il faut me partager le dashboard, le report ou quoi que ce soit. C'est pas juste en me disant, promis, il y a, ça représente 90% du temps, c'est ça, promis juré. Non, j'ai besoin qu'on me donne un peu les chiffres parce qu'après, moi, je vais un peu plus loin. Je ne leur demande pas de faire forcément une analyse hyper complexe sur le vrai risque ou quoi. C'est juste, ils ne peuvent pas vraiment tricher. S'il y en a un qui a essayé de tricher, et ça s'est vu très vite. Mais maintenant, ils ne le font plus. Ok. Question aussi de Cyril. Alors, plusieurs questions, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante. Alors, Cyril, il est Head of Product chez TrustPair. Ils ont mis en place la méthode Focus l'an dernier. D'ailleurs, désolé Cyril, si j'avais su, je t'aurais convié à participer à ce panel. Mais donc, clairement, le framework se présente comme une séquence d'étapes. Et ils ont constaté parfois le besoin de revenir. Par exemple, voilà, on était arrivé déjà au claim, finalement, on revient sur le frame. Donc, un peu de circularité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté également? Et Rémi, aussi, ton avis là-dessus, ce serait intéressant. Là-dessus, en 2 mots, oui, pour moi, en tout cas, c'est complètement normal. Souvent, c'est le signe qu'on est en train de faire un super travail. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre des choses tôt, bien avant de shipper quoi que ce soit, et même bien avant d'avoir fini le processus qu'on avait défini. Donc, je pense que c'est top. La confusion, le fait qu'il y ait la question, c'est lié à la manière dont on a écrit le bouquin. On se rend compte maintenant, c'est que pour montrer l'intégralité du process, on a raconté un projet qui allait de bout en bout. Mais en réalité, il y a plein de projets qui ne vont pas au bout. C'est même pas qu'ils viennent en rien. Des fois, ils meurent, en fait. On se rend compte qu'on avait une idée et puis, ou une direction, et en fait, ça ne marche pas. Il n'y a pas de problème, il n'est pas important, il est trop complexe. Et donc, on arrête. Et c'est absolument pas un échec. C'est au contraire, voilà, exactement. On voulait découvrir quelque chose, on a appris ça. Le fait que parfois on se dit, mais du coup, en fait, le claim que j'ai, il me fait reconsidérer le problème utilisateur. Ok, très bien, tu reviens et tu le redéfinis. Et donc, pour moi, ça ne pose pas du tout souci. Et surtout, c'est pas du tout c'est pas le signe qu'on s'est trompé, c'est le signe qu'on vient d'apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas quelques temps avant. Donc, je ne sais pas si vous avez rencontré ces expériences-là, Sébastien ou Arthur, mais en tous les cas, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Et ce serait, en fait, si tous les projets vont au bout de manière linéaire, je serais presque plus étonné par ça plutôt que par l'inverse. Mais d'ailleurs, Arthur, je me permets de rebondir, ce que tu disais justement sur le fait de parfois être un peu bloqué finalement par la réglementation et de se dire, non, là, on ne va pas pouvoir y aller, mais finalement, ça correspondrait un peu à ce que vient de dire Rémi. Finalement, ce serait une discovery très rapide, une application très rapide, et où on se rend compte directement à la phase observe qu'en fait, c'est pas possible d'y aller. Oui, il y a plein de fois où on l'a appliqué. J'essaie de l'appliquer, même si c'est juste en tant que Carvin, un pense-bête pour moi, pour me dire, OK, est-ce qu'on a bien défini ça? Est-ce qu'on est bien là? Et il y a plein de fois où, oui, en fait, le problème, il n'existe pas. Ou alors, avec les contraintes qu'on a, on me dit, il faut régler ça en tant de temps, ou que, je peux pas. Je peux pas, ou ça sera pas fiable, ou ça sera une usine à gaz, ou un truc comme ça. Donc, le problème, en fait, je peux pas le régler. Donc, du coup, il faut qu'on redéfinisse le problème, qu'on change des paramètres, et après, on revient. Et c'est pour ça arrive assez souvent. Et c'est pour ça qu'une discovery qui ne cherche que à clarifier des problèmes et qui ne va pas à l'exploration de solutions, ça peut être du temps perdu. C'est vraiment l'adéquation entre les deux. Des fois, il y a des vrais problèmes et on va se rendre compte, nous, en tant qu'entreprise, on ne peut pas les résoudre. C'est important de le savoir. Et ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas, c'est juste qu'on ne va pas travailler dessus parce qu'en réalité, on n'a pas de solution à ce problème-là. Et de se rendre compte plutôt que de dire mais on va découvrir pendant des heures la finesse de. Non, en fait, on ne peut pas. On n'est pas en capacité en tant que marque, en tant que système technique. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas. C'est pour ça que c'est important que la discovery ne soit pas que le problème utilisateur, mais aussi le match entre un problème et une solution. Et aussi, Arthur, tu as dit quelque chose de très important, et je crois que Rémi, toi, tu tenais à ce point. C'est-à-dire que vraiment, le framework, il
peut être appliqué également sur un coin de table, entre guillemets, sans solliciter des dizaines de personnes. Si on veut pouvoir un peu tester, disons, une idée, pas forcément l'appliquer toujours dans le cadre d'un gros projet en impliquant toutes les équipes. Oui, oui, je crois que c'est notamment Arthur, mais même Sébastien parlait beaucoup de ça. C'est des fois poser des questions un peu basiques, un peu simples, avec beaucoup de discipline, au fond. Donc ça, tu n'as pas besoin de formaliser 40 000 trucs. Tu peux apporter de la valeur en disant juste, hey, attendez, pourquoi on cherche à faire ça déjà? Et si on cartonne, on va le mesurer comment? Et c'est qui la personne en fait qui va bénéficier de ça? Et si on devait lui raconter comment ça marche, bah, on utiliserait quel mot? Enfin, là, la liste de questions, je suis en train de dérouler le framework, mais même la personne avec qui je travaille n'a même pas besoin de savoir que je suis en train d'utiliser ce framework-là. Et ça n'a pas besoin d'être formalisé. C'est une manière de bosser qui en permanence essaie d'éliminer le bruit. Ça, il y a plein de manières de le faire et le framework est une incarnation très précise de ça, mais l'état d'esprit qu'il y a derrière, il dépasse largement les livrables précis qui sont dans la méthode. Alors, C'est hyper intéressant parce que du coup, dans le cadre de réglementation, des fois, honnêtement, les contre-métriques, il n'y en a pas parce que j'ai pas le choix. J'applique la loi. Donc, que ça impacte négativement mon business ou pas, j'ai pas le choix. Je dois le faire. C'est le point. Donc, je mesure. Peut-être que je peux mesurer l'impact si ça fait plaisir, mais ça change rien. Donc, il y a des fois où j'ai eu aucun contre-métrique. Alors, je suis désolé, c'est un oubli de ma part, mais c'est quand même important qu'on le fasse, surtout avant que les gens aillent déjeuner. Très rapidement, on va vous balancer un Slido donc pour l'audience, pour vous poser une petite question, justement pour savoir qui parmi vous a appliqué, en tout cas au sein de son entreprise, Discovery Discipline. Donc, vous pouvez rapidement scanner le QR code si vous souhaitez ou rejoindre Slido avec le numéro d'identifiant. Donc, il y a 4 options. Oui, ça a très bien marché. Oui, mais on a eu des difficultés à l'appliquer. Non, mais on y pense. Non, et ce n'est pas prévu. Voilà un peu les 4 options. On aurait dû faire ça plus tôt, mais on a été un peu dépassé par le temps. Mais ce serait quand même très intéressant d'avoir les retours de l'audience là-dessus. Et je vais en profiter peut-être pour prendre une dernière question pendant que tout le monde répond. Alors, il y en a eu beaucoup. Hop. Tac. Alors oui, quel était le frein réglementaire, Arthur, que tu as rencontré qui t'a pas permis de faire, qui t'a obligé à faire une itération qui a duré sur 9 mois? Ça s'appelle des agréments auprès de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des cahiers des charges avec, et je rigole pas, des centaines de pages à implémenter, que ça soit utile pour le use case ou pas. Peu importe, il y a des trucs, il y a une masse de travail à faire qui est. En fait, nous, on avait ce projet-là et l'État nous a dit, ouais, mais pour faire ce projet-là, vous devez faire tout ça. Et on leur a dit, vous êtes sûr? Parce que nous, on veut faire juste que ça. Et on a dit, ouais, on peut faire tout ça. Mais on n'en a pas besoin. C'est pas mon problème. Du coup, oui, et puis après, c'est ça, il faut se faire certifier, il faut attendre d'avoir la certification pour pouvoir l'utiliser en production. Donc, ne serait-ce que pour la première itération, il faut aller jusqu'au bout de tout un process assez long pour ne serait-ce que savoir qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce qui vaut la peine d'être amélioré. Ça, en fait, c'est là, même c'est la limite de l'agile. En fait, on est quasiment plus en waterfall, de se dire, OK, il faut que je pense à beaucoup, beaucoup plus de trucs avant. Parce que j'aurais pas la possibilité si j'ai vraiment oublié quelque chose de gros, pour le rajouter, c'est pas 3 semaines, c'est encore 3 ou 4 ou 5 mois de travail avant de pouvoir régler le problème. Et je pense que cet exemple-là est extrêmement intéressant pour réfléchir aux histoires de il faut que je mette quel effort dans la discovery. Ça dépend, par exemple, de à quelle vitesse tu es capable de faire des itérations. Si tu es capable d'itérer tous les jours, c'est pas pareil que si tu es capable d'itérer tous les trimestres, voire plus, quoi. Et donc, l'effort que tu vas mettre dans la discovery, forcément, n'est pas le même. D'où le fait d'avoir un état d'esprit qui n'est pas mais là, c'est la bonne occasion de faire de la discovery. Non, la question, c'est quelle discovery correspond à mon contexte, qui peut varier en fonction du domaine d'activité. Peut-être que dans le cas de la santé, c'est très particulier, mais qui peut parfois dépendre d'un projet. Mais il y avait une question qui était peut-être intéressante pour Sébastien, qui faisait allusion tout à l'heure tu disais il y a bien vraiment besoin de travailler en amont du projet pour choisir sur quelle opportunité on va décider d'investiguer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu l'as partagé tout à l'heure, mais peut-être est-ce que tu as plus de choses encore à partager sur ce sujet-là? Parce que c'est une question qui revient souvent, je crois. Tout à fait. Donc là, par exemple, on a un cas d'usage où on sait qu'on veut davantage communiquer le retour sur investissement à nos clients.
Et donc, ça venait de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des sales que du board. Tout le monde disait, il faut qu'on améliore ça. Et avant la Discovery Discipline, on était 3-4 à se dire, OK, il faut qu'on communique sur le ROI, mais quel est le besoin et où est-ce qu'on sait que c'est latent? Enfin, on savait que c'était latent, mais où est-ce que c'est tangible? Et on s'était rendu compte que c'était très compliqué de le toucher parce que c'est pas une question qu'on pose directement, c'est des retours qu'on a, mais qui sont assez éparses. Et donc, ça a demandé pas mal de travail de préparation pour qu'on ait comme des pistes de besoins plus profonds ou de vrais besoins qui nous font déjà penser à des idées de solutions. Et ça a été clé d'avoir finalement ce document et de dire à une personne ou deux, en particulier à Ella au PMM, parce que c'était elle qui s'était proposé de passer une semaine ou deux dessus pour mieux creuser le besoin et que le frame soit plus simple. Rémi, je crois que tu étais muté. Je ne sais pas si tu as On a voulu le temps répondre. pour une dernière question ou pas, Pierre? Allez, une dernière. Et après, on va filer déjeuner. Une que j'ai lue qui était extrêmement intéressante sur quelque chose qu'on a, je pense, très mal couvert dans le livre et donc peut-être un retour d'expérience. C'est quel est le bon moment pour impliquer des profils plutôt développeurs et pour qu'ils commencent à réfléchir au processus de maturation de l'implémentation de la solution. Ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense, pas assez expliqué. Est-ce que vous avez des témoignages l'un ou l'autre à partager par rapport à ça? J'ai un retour d'expérience de mon côté, mais c'est pas forcément un succès. On n'a pas réussi à intégrer les développeurs en Discovery Discipline, mais en fait, la DD nous a permis d'avoir un livrable de Discovery qu'on partageait aux développeurs sur l'explication du contexte, sur pourquoi est-ce qu'on a tel besoin, quelle est son importance et comment est-ce qu'on sait que ça va être clé et qu'on est plus ou moins certain d'atteindre un product market fit grâce à ce que vous avez développé. Après, il y a des difficultés, je trouve, culturelles avec les développeurs, c'est-à-dire que certains sont très proactifs et entrepreneurs, on va dire, dans une démarche un peu business, tandis que d'autres préfèrent être des experts techniques. Donc, en fait, on a besoin d'isoler au sein de l'équipe de développement des personnes qui sont à même d'avoir cette empathie business et cette empathie utilisateur. On en a quelques-uns qui sont volontaires, mais on n'a pas encore trouvé la bonne façon de faire, mais c'est quelque chose, c'est un de nos objectifs qu'on s'est donné en 2023. Je suis totalement d'accord. Même au sein de mon équipe, il y avait des profils assez différents. Il y en avait un développeur qui avait déjà dit, en fait, il faut qu'on rencontre les utilisateurs, il faut qu'eux nous expliquent leurs problèmes, parce que oui, enfin, même si, enfin, je suis pas juste un passe-plat, mais des fois, oui, s'il y a le filtre de mon interprétation sur quelque chose, ou si c'est des petits problèmes, que moi je vais mettre un filtre en disant ah non, ça vaut pas notre temps de travailler dessus. Peut-être qu'en l'entendant directement, un développeur va pouvoir me dire, en fait, si, t'inquiète, je fais ça, je le règle en 3 minutes. Du coup, il y avait ça. Il y en a d'autres qui, au contraire, les textes, c'est fait pour techer et ils font du code. Donc, tout le monde n'est pas tout le temps impliqué. Mais en tout cas, les livrables sont partagés. J'essaie de beaucoup faire en sorte qu'on travaille en tant qu'équipe. Moi, je suis facilitateur du travail de l'équipe. Je suis pas, j'arrive pas pour dire, OK, il faut faire ci, il faut faire ça. Et j'essaie vraiment d'impliquer l'équipe. Mais après, c'est vrai que ça dépend des personnalités. Il y en a qui adorent s'impliquer et d'autres qui sont plus en retrait. Je pense que un des mérites d'avoir une méthode de discovery finement découpée et avec des livrables identifiés à l'avance, peu importe quelle méthode en fait, ça permet d'avoir des conversations beaucoup plus précises. Et qu'en fait, il y a des personnes qui disent, non, mais en fait, j'ai pas le temps, en tant que développeur, j'ai pas le temps de m'impliquer dans tout le process de discovery. Mais si on dit, en fait, oui, d'accord, mais est-ce qu'à l'étape unfold, par exemple, ou style, est-ce que là, tu aurais un appétit pour ça? Ça se trouve, différentes personnes vont avoir des réponses différentes et c'est OK, mais tu peux avoir cette conversation-là en amont, plutôt que le côté un peu binaire, il faut que j'implique tel profil tout le temps ou jamais, qui résout jamais le problème, enfin, qui résout pas vraiment le problème, quoi. Donc, cette finesse de conversation, elle est possible quand on a un vocabulaire plus précis et partagé, quoi. Là-dessus, j'ai un retour d'expérience qui est un peu en dehors du livre, c'est-à-dire que je sais qu'à chaque fois, il est mentionné de ne pas avoir en tête les contraintes techniques, mais on a pris plaisir à mentionner à demander à quelques développeurs leurs avis au fur et à mesure. Et c'était quand même super intéressant d'être plus efficient dans une proposition de solution une fois qu'ils sont consultés sur, par exemple, là, on était entre l'Unfold et le style pour une étape. On comparait SetGrid, Mailchimp et Mailjet. D'avoir le point de vue d'un dev sur qu'est-ce qui est le plus intéressant et pourquoi et comment est-ce qu'on segmente nos serveurs SMTP pour ne pas être trop avoir d'unsubscribe et pas trop de bounce. C'était clé d'avoir cette idée-là et ce retour d'expérience-là pour prendre des décisions plus éclairées derrière.
Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter. Je pense que ça pourrait durer encore longtemps, mais pourquoi pas justement faire le Grand Rex 2 bientôt, hein. Mais en tout cas, merci vraiment pour votre participation. J'espère dans l'audience que ça vous a plu et surtout que ça vous sera utile. N'hésitez pas à nous laisser une petite note entre 0 et 5 pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et écoute, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci Pierre d'avoir eu l'idée de ce Rex. C'était, à titre personnel, c'était passionnant et merci beaucoup à Sébastien et Arthur d'avoir pris le temps de partager leur expérience. À bientôt. Merci beaucoup.